j'accueille Jean-Patrick Capdevielle. Il est peintre, il est cinéaste à ses heures, il vit à Ibiza et sa chanson « T'es dans le désert » qui est un rock français, vous l'entendez beaucoup sur les antennes. Il a une vraie personnalité. Je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma dune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Tout le monde en a parlé, à retrouver Jean-Patrick Capdevielle à Paris. Le chanteur n'a pas changé. Chaotique, anarchique, libertaire, etc. C'est comme ça que constitue mon cerveau, quoi. C'est comme ça que c'est plein de transversales dans tous les sens. Et Jean-Patrick analyse en toute lucidité les raisons de sa traversée du désert. J'ai un sens très très fort de ce qui est populaire. C'est-à-dire que c'est généralement ce que je déteste. Quand je déteste... Sur mes premiers albums, j'ai la chanson que je détestais, c'est toujours la chanson que la maison de disques voulait sortir en single, et celle-là qui marchait. Et lorsque j'ai eu suffisamment d'autorité pour dire non, cette chanson ne sortira pas en single, et ben là, ça a beaucoup moins bien marché. Ça va ? Et moi alors? L'auteur-compositeur-interprète n'a pas pour autant renoncé à la musique. On le retrouve dans le 9e arrondissement de Paris. Il vient de créer une web radio. Petite structure, un bureau et quelques ordinateurs. Ma radio à moi. maradioamoi.com. Branchez-vous, vous êtes chez vous. Alors, il faut d'abord que je vous dise un truc. Ma radio à moi n'est pas une radio. C'est un outil à fabriquer des radios. Et ça n'est pas la radio de Jean-Patrick Capdevielle. D'accord ? C'est clair ? Ma radio à moi, c'est la radio des gens qui la font. Ça, je trouve ça, c'est exactement ça, en fait. Ibiza, New York, Londres, Jean-Patrick a toujours voyagé, mais c'est dans Paris, sa ville natale, qu'il semble perdu. Et c'est une ville à la fois qui m'émerveille toujours autant et que je connais toujours aussi mal. La première chose que je fais, c'est d'aller essayer de retrouver un périphérique, où que je sois. Quand il faut traverser Paris, je suis sûr de me perdre. Et là, il y a un endroit qui est pire que pour moi, c'est la banlieue. Alors là, la banlieue, dès que je suis de l'autre côté du périphérique, dès que j'ai mis 2 roues de l'autre côté du périphérique, je suis perdu. Je suis officiellement perdu. Dans les années 60, il a côtoyé les Beatles, les Stones et Hendrix. Aujourd'hui, c'est d'un jeune groupe de rock dont Jean-Patrick s'occupe. T'en as d'autres ? Non. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Et Jean-Patrick Capdevielle ne se fait pas prier. Les yeux bandés. Voilà, ça y est, c'est fait. Je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages se fait à demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, nanana, tu te demandes à qui ça sert, ouais. Eh ben, si j'avais su que je viendrais ici pour ça. Je t'appelle demain, on se marie. Ouais, d'accord. Je dis pas que je chanterai plus jamais, mais j'ai trop d'envie dans tous les sens, quoi. En fait, je pense que j'ai jamais été qu'un fan qui avait la chance de faire de la musique. Je pense que c'est ça. Là, quand j'ai chanté là, ça a été une vraie émotion parce que j'avais vu des tas de gens que j'aimais ici. L'Olympia. À chaque fois que j'essaie d'entrer dans le moule, je me plante. Je ne dois pas être crédible ou je fais mal. Peut-être que le seul talent que j'ai, c'est d'avoir de l'audace. L'audace est le cran de dévoiler ce qui le met en colère aujourd'hui. Il y a un truc qui est atterrant pour moi. Ça, c'est vraiment un truc, ça m'angoisse pas, mais ça me met en colère. C'est de savoir que j'ai vécu plus de jours que je vais en vivre. Là, j'ai peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, mais tu vois, c'est pas beaucoup plus, quoi.
Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Patrick Capdevielle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 19 décembre 1945 à Levallois-Perret, d'une famille bourgeoise, originaire du sud-ouest. Ils faisaient quoi, vos parents? Mon père était ingénieur, il travaillait dans une usine qui s'appelle Hispano-Suiza, qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe. Il dirigeait le bureau d'études. Alors, fils unique? Fils unique. Enfant gâté? Peut-être un peu trop, oui. Enfant précoce aussi, vous avez le bac à 15 ans. 15 ans et demi, oui. Et puis 3 ans de médecine et de droit, mais en dilettante, hein, ça vous branche pas? Tout à fait, oui. Je passais beaucoup plus de temps à la cinémathèque, dans les cinémas de Saint-Michel Ouais. Et puis j'ai rendu une copie humoristique à la fin de ma 2e année de médecine, qui m'a valu de passer devant le conseil de l'université, qui était présidé par le président du Sénat. Je signais Landru et je donnais rendez-vous à l'examinatrice, enfin, etc. Ouais. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous avez dérangé tout ce monde. Je dis, moi, j'ai rien demandé. Oui. Alors, les salles d'arrêt d'essai, les concerts, les voyages. Et en fait, vous vous rêvez peintre. À 17 ans, vous allez voir un galeriste qui aime votre peinture et il vous dit, est-ce que tu es prêt à crever de faim pendant 15 ans? Et là, non. J'ai réfléchi pas mal et entre-temps, j'avais eu un petit garçon qui était né. Comme ça, il fallait nourrir la petite tête blonde. Pour nourrir la petite tête blonde, vous devenez mercenaire dans la presse jeune chez Daniel Philippaki. J'ai travaillé à Salut copain, Mademoiselle Ashton, j'ai travaillé un peu à lui. Et puis petit à petit, je suis passé de rédacteur à photographe. Ouais. Ça a été une chose un petit peu naturelle comme ça, et puis directeur artistique. Quoi. Voilà, tout est bon pour financer des week-ends à Londres, des 3 mois à New York, des traversées des USA en bus Volkswagen. Enfin voilà, quoi, c'est une bonne époque, effectivement. Mais c'était une époque où j'allais respirer à Londres, parce que comme j'avais les cheveux jusque-là et que je me faisais insulter à tous les coins de rue à Paris, dès que l'avion se posait à Londres, voilà. Mais c'est au bistrot de la rue François 1er, à côté d'Europe 1, que vous rencontrez Eric Clapton. Et là, vous commencez par admirer vos vestes respectives. Oui, effectivement, quand je suis arrivé, il avait la célèbre veste militaire des débuts de Cream, assez sobre finalement. Et moi, j'avais une veste en corduroy, en velours fine Milleray. Et je lui dis, jolie veste. Il me dit, la tienne aussi, on échange. Alors évidemment, il est beaucoup plus petit que moi, c'est-à-dire que sa veste m'arrivait là, il flottait dans la Vienne. Cream est reparti le lendemain, et puis lui, il est resté quelques jours, je l'ai amené un petit peu partout. Je pense que 2 week-ends après, je suis allé à Londres, et puis on finissait par me prendre comme je les accompagnais dans la tournée, ils pensaient que Cream, ils étaient 4, quoi. Parce que j'étais habillé comme eux, j'avais le même look qu'eux, j'arrivais en même temps. Alors là, vous découvrez le Swinging London, alors c'est une époque absolument extraordinaire, le Speakeasy, où on rencontrait... Bag on Nails, le Blazes, tout ça. Voilà, Mais quand on était accompagné de Clapton à cette époque-là, ou quand on accompagnait Clapton, on pouvait se retrouver à une table où il y avait 2 Rolling Stones, 3 Beatles plus loin, etc. Jimi Hendrix, Roger Daltrey, enfin c'est extraordinaire, grande époque. Et là, vous avez vos premières velléités de faire de la musique. Vous allez voir Jacques Wolfson, le producteur de Dutronc, avec une cassette où vous avez mis votre voix sur une chanson des Rolling Stones. Oui, par-dessus la voix de Mick Jagger. C'est un duo assez étonnant. En même temps, il y avait un garçon là, qui s'appelait Jacques Dutronc, je l'ai appris par la suite. Il y avait Wolfson et il y avait Landsman dans les 3 Jacques. Et ce garçon n'avait pas encore sorti son disque. Et il me dit... tu veux bien écouter ça? Alors, en plus, sa bande, c'est un peu... l'atmosphère était un peu tendue parce que la bande s'est un peu emmêlée, etc. Et il me fait écouter et je lui dis, ça ressemble à Antoine en moins bien. Je ne savais pas que c'était lui. Et qu'en plus, il y avait une guerre à l'intérieur de Vogue, qui était dans le disque, entre son producteur et le producteur d'Antoine. Et j'ai reçu Landsman qui me dit alors, je lui dis non, je vais rester dans le journalisme pour l'instant. Il me fait bien, c'est plus sûr. Voilà. Alors après cette période de mercenaire de la presse, vous décidez de créer un mensuel pour les filles. C'était l'époque où il y avait pas mal de jeunes éditeurs ambitieux qui voulaient s'attaquer à l'empire Philippaki sur les jeunes. Donc comme j'avais cette expérience-là, et puis en plus j'avais été directeur artistique chez Publicis, je pouvais un peu maîtriser la création d'un magazine comme ça. J'ai été approché par plusieurs. Il y en a un en particulier qui est devenu chanteur par la suite sous le nom de La Roche-Valmont, qui s'appelait Jean-Quentin Gérard et qui m'a demandé de mettre au point pour lui une formule. Et j'ai fait une formule, c'est devenu Stéphanie. Seulement il l'a gardé pour lui. Oui, d'accord. Alors moi j'ai fait une sorte de Stéphanie bis qui a moins bien marché, mais suffisamment marché pour que Sardou s'y intéresse et me rachète l'affaire.
Voilà, et donc là, vous prenez une année sabbatique pour peindre 12 heures par jour, quoi. Voilà, et je fais ça avec un peu d'excès, et j'avais toujours fait une peinture très libre, très gestuelle, comme ça, et là, je sais pas pourquoi, j'ai pris des photos que j'avais prises aux États-Unis sans viser, comme ça, au hasard, et je les ai décrites avec des lignes verticales, comme si c'était sur un écran de télévision. Donc, c'est exactement le contraire de ce que je fais. C'était un travail très appliqué sur des gigantesques toiles, et je me suis ennuyé, mais à mort. Et au bout de 9 mois, je me suis dit, non, je ne parce que vous avez dit, là, il faut vraiment que je sois peintre, alors je vais le faire. Oui, c'est ça, je l'ai fait sérieusement. C'était la pire des choses. Moi, chaque fois que je fais un truc sérieusement, ça marche pas. Voilà. Donc ça vous a lassé, effectivement. Ça m'a lassé, et pendant une semaine, je me suis retrouvé, comme disent les bouddhistes, sans plafond sur la tête, au-dessus de la tête, et sans plancher sous les pieds. Et la chose la plus naturelle que j'ai faite, ça a été de prendre une guitare qui traînait là, et sur laquelle Eric avait joué. Donc voilà, et j'ai écrit 2-3 chansons. Je suis allé voir la seule personne que je connaissais à l'époque, qui s'appelait Patrick Gandolfi, qui était un garçon que j'avais connu à l'époque où je travaillais à Actuel. Et je lui ai montré, et il m'a dit, je te signe. Ouais. Je suis finalement, c'est facile. Il y a eu Solitude, là, qui était... Oui, il y a plein de mots comme ça. En français, oui, qui a bien marché. C'était une sorte de reggae, oui, ça a bien marché. En tout cas, ça a marché suffisamment pour que, lorsque la boîte de disques de William Scheller, qui m'avait signé, s'est arrêtée, parce que... Ketchup Music, voilà, c'est ça, oui. S'est arrêtée, je me suis retrouvé libre de contrat, et j'avais ce titre qui passait à fond sur Europe, sur RTL et tout ça. Donc, voilà, ils se sont intéressés à moi. Et alors, en 1979, vous sortez chez CBS, Canter dans le désert. Vous l'avez écrite comment, cette chanson ? J'avais une dizaine de chansons, et au dernier moment, je me rends compte, j'entendais de temps en temps Monte Carlo, Radio Monte Carlo, qu'il y avait une chanson qui ressemblait terriblement à L'encre de tes yeux de Cabrel. Je me dis, c'est pas possible, il faut que j'en écrive une autre. Et à toute allure, j'ai écrit une musique. Dans l'avion, j'ai écrit les paroles, et je n'aimais pas du tout cette chanson. Alors d'abord, je voulais pas la mettre sur le disque. Les gens qui m'ont enregistré m'ont dit si, il faut la mettre, je t'assure, elle est efficace. Une fois qu'elle a été sur le disque, je voulais pas la sortir en single, après je voulais pas la défendre, et ça s'appelait Canter dans le désert, et on me la ressort toujours 35 ans plus tard, quoi. Ah oui, c'est un tube absolument énorme. J'ai fait une erreur terrible, c'est-à-dire que tous les 8 mois, je sortais un album. Et j'ai rencontré des gens qui achetaient le 3e album et qui me disaient, mais comment, il n'y a pas Canter dans le désert? Parce qu'ils pensaient acheter le premier. Ah ouais. Et ça, c'est monstrueux comme erreur. Donc, Canter dans le désert, en fait, en l'écoutant, il y a une critique du giscardisme. À l'époque, je ne m'étais pas du tout aperçu. Il y a un gros clown sinistre. C'est Raymond Barre, j'imagine. Et un piètre accordéoniste. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Je m'en suis aperçu en préparant cette émission. Et alors, il s'est passé un truc vraiment étrange. C'était... Je venais d'acheter une ruine, qui est maintenant ma maison là-bas. Je venais d'acheter une ruine et j'étais en train d'enlever les racines qui avaient poussé au travers des murs, et j'écoutais donc Monte Carlo sur un petit épaz, un truc comme ça, et d'un seul coup j'entends ma chanson. Je me dis, c'est pas possible, c'est extraordinaire, quoi. Et c'était vraiment tout au début, c'était la première fois que je l'entendais à la radio. Et la désannonce, c'était mon pote, avec des paroles comme ça, tu vas pas souvent l'entendre ta chanson. Non. J'étais effondré. Alors vous avez été célèbre immédiatement, non? Ça a été trop rapide. Ça a été trop rapide parce que je ne me suis pas rendu compte que ce métier était un métier difficile. D'abord parce que j'avais pas fait des petites boîtes avec des groupes, etc., des petits clubs, des trucs comme ça. Ce qui fait que ça m'a paru normal. Je m'attendais à ce que personne n'écoute mon disque, mais le fait d'être disque de platine, et à l'époque c'était 400 000, ça me paraissait tout aussi normal, quoi. Voilà. Et donc je faisais attention à rien, j'avais aucune stratégie de carrière, rien du tout. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage quand il y a eu cet énorme tube? Mes amis, la plupart des gens de mes proches, ça a été tu as changé, avant même que j'ai le temps de changer. Quant à ma mère, ça a été tu me mens, je l'ai lu dans un journal que tu avais fait ça, et c'est pas ça, tu me dis que tu fais ça, mais le journal dit que... Ah oui, d'accord. Voilà, en gros, c'était ça. Donc c'est pas très agréable, finalement. Je suis un fils de Woodstock et de trucs comme ça, moi. Je suis un fils non seulement du swinging London, mais aussi de l'Amérique hippie, quoi. Et pour moi, mes références, c'était Jim Morrison, c'était Dylan, c'était même Jagger. Donc ça oscillait entre le grand spectacle et la messe et la cérémonie. Et je me suis retrouvé passer chez Guy Lux entre Sheila et Dalida avec un type qui me disait Jean-Marie de Vielle. et voilà. Je l'ai vécu un petit peu difficilement. J'avais aucun mépris, sincèrement. J'avais aucun mépris ni pour Sheila ni pour Dalida. Elles faisaient leur truc, je faisais le mien. Je pensais que si Sheila était Sheila, que c'était la meilleure de toutes les filles qui voulaient être Sheila. Et Dalida, c'était la même chose. Donc tout allait bien, mais on n'était pas dans la même... On ne voulait pas dire la même chose, on ne parlait pas de la même chose, quoi. Et avec les médias, ça s'est passé comment? Je pensais être attaqué par les médias grand public. Et je pensais que les médias un peu branchés allaient me défendre, etc. Il s'est passé exactement le contraire.
et avec une virulence qui m'a surpris. Alors j'ai peut-être réagi un peu violemment. Pour l'amour, ça a été bien le tube? Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il fallait franchir les haies de fans à la sortie des concerts. Ça, c'était très pressant, ça. Vous avez connu ça, quand même? Ah, mais j'ai connu des filles qui campaient devant ma maison à Ibiza, qui était à 4 km de chemin de terre du village le plus proche, quand même. Ah ouais? Ah oui, mais qui campaient devant, qui avaient la tente et tout. Ça a été quoi le meilleur moment de toute cette époque? Je pense que ça a été quand j'ai enregistré mon premier 45 tours au studio Ferber avec des copains et qu'on était bourrés de champignons hallucinogènes. Ah oui, d'accord. Ça a été formidable. Et le pire, c'est le lendemain matin? Le pire, c'est quand on a senti le champignon pendant 8 jours. La descente. Donc alors, vous avez un succès public très important, mais la critique ne vous aime pas, c'est-à-dire que De Caunes, Manœuvre, vous reproche vos emprunts à Springsteen, à Dylan, vous accusent d'être un pompeur, ils font de l'anti-Capdevielle primaire, quoi. Oui, je crois qu'il y a même eu un article dans Libé qui était signé de Kolpa-Kopoul, dans lequel il disait « Un danger nouveau menace le rock français, le capdevialisme ». Ah oui. Et alors il disait « Ce type-là n'ira jamais sur scène », alors que mes concerts étaient annoncés dans le même oui, à la fin de Libération, dans le même numéro. Et il accusait, il disait « Et d'autres vont se glisser dans la brèche qu'il a créée, par exemple Bachung, parce que le pauvre Bachung, ça faisait 10 ans qu'il faisait ce métier, lui. Il avait se glisser dans la brèche de personne. Voilà, mais c'est dû à quoi, ça? Vous l'expliquez comment? Bon, j'avais été journaliste, je faisais un type de musique que ces gens-là aimaient, et qui se sont tous fantasmés dans le rôle qui avait été le mien, quoi. Ouais. Alors, il y avait un autre problème quand même, c'est que vous ne vouliez pas vraiment être chanteur, quoi. Vous ne vouliez pas transformer le plaisir de chanter en corvée, d'une certaine façon. Non, je voulais pas de métier, surtout. Je voulais pas devenir un chanteur de métier. Mais vous n'avez pas voulu être chanteur, et après vous commencez à faire des clips, à vous tourner vers le cinéma, et puis vous vous dites finalement 3 ans pour faire un film, c'est quand même super long, oui. Et je serais pas réalisateur, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai expérimenté le truc. C'est-à-dire qu'à un moment où j'ai pu me payer ça, je me suis payé une année sabbatique, puis 2, et je suis allé à Los Angeles, à UCLA, pour étudier le cinéma. Ouais. Voilà, je pouvais le faire, je l'ai fait. C'est bien. Il y a des gens qui s'achètent des voitures très puissantes, moi j'ai fait ça. Bravo. Et en revenant, j'ai fait un certain nombre de clips, dont un qui était un peu pour Cochiante, qui était considérable. Il y avait beaucoup de monde on a tourné 2 fois 23 heures de suite. Ah ouais. Le pauvre, sa femme, à un moment, m'a dit, bon, maintenant, si tu fais un plan de plus, il va pleurer. et je me suis rendu compte que, voilà, je vivais des petits films d'une certaine façon, avec 80, 100 personnes sur. Je me suis dit, un vrai long, je vais pas pouvoir. Ah oui, j'ai pas ça en moi, quoi. Ouais. Vous êtes très bon parce qu'après vous faites un coup formidable. Emma Chaplin, vous en avez quand même vendu 2,5 millions d'albums. Ouais, ça c'est autre chose. Ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps parce que mon père écoutait beaucoup d'opéra. Ouais. Ma grand-mère était premier prix du conservatoire de piano à Bordeaux à 12 ans. C'était un peu dans la famille. Il écoutait beaucoup d'opéra et moi j'ai toujours aimé l'opéra. Et mes fils aiment l'opéra aussi. Ça c'est curieux. Ça s'est passé comme ça. Et j'avais écrit un certain nombre de chants entre le pop et l'opéra, et dans les maisons de disques, quand je faisais écouter ça, ils se marraient, les gens. Puis il y a eu Bocelli qui a eu le bon goût de faire un succès avec ça. Alors évidemment, comme ils ont beaucoup d'imagination dans les maisons de disques, ils sont venus me voir en me disant on va faire un deuxième Bocelli. Alors je dis non, on va faire au moins une Bocella. Et alors voilà, j'avais sélectionné une petite jeune fille qui s'appelait Chiara Zeffirelli, et elle n'a pas compris ce qui se passait, quoi. Elle est passée complètement à côté du truc. Elle disait mais Monsieur Capdevielle, je peux pas parce que j'ai des mariages, j'ai des baptêmes, je vais chanter. Et puis donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une jeune fille qui s'appelait autrement et que j'ai appelée Emma Chaplin. Et puis boum. Voilà. 2,5 millions, c'est pas mal quand même. Oui, et puis alors 2,5 millions, c'est passé assez inaperçu en France. On a vendu quand même 400 000 en France. Mais on a fait des scores dans des pays improbables. On a été la plus grosse vente française de tous les temps en Nouvelle-Zélande. Ah oui. On a été alors ça c'est un truc dont je suis fier parce que c'est la plus grosse vente étrangère sur un an en Israël, plus que les Beatles, plus que Pink Floyd, sur un an. Quintuple disque de diamant, un truc comme ça, c'est hallucinant. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque de Quand t'es dans le désert? Il y a des choses qui me manquent, oui. Il y a des choses. La naïveté me manque. Vous êtes rancunier par rapport à des gens justement comme Manœuvre ou comme De Caunes? Manœuvre, j'ai fait une émission avec lui. C'était la 100e de son émission. Il m'a dit c'est la meilleure qu'on ait faite. Ah oui, d'accord. Il n'y a plus besoin de rancune quand quelqu'un vous dit ça. Et De Caunes? De Caunes, je l'ai jamais rencontré. De Caunes, je crois qu'il lisait des textes qu'on écrivait pour lui. Alors je peux pas lui en vouloir. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil?
je me laisserai encore moins emporter par le milieu, le métier que je l'ai fait. Je me préserverai beaucoup plus. Ouais, encore plus. Ouais, je crois que je l'ai pas fait assez. Alors, si vous aviez une épitaphe à mettre sur votre tombe, ça serait quoi? Enfin. Pas mal. Elle est bonne, celle-là. Ben, au revoir. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Jean-Patrick Capelier. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.